Now, the recent European parliamentary election came as a blow to many governments, with both Eurosceptic and right-wing movements making major gains. These election results matter. They are a wake-up call to Europe. This is a bad day for the European Union. Le moment que nous vivons. This moment we're living through is serious, very serious for France, for Europe. But the controversy around the election is far from over. Thousands of Europeans who live in a member state other than their own had the chance to vote twice in the elections, and this issue came to light after one newspaper editor confessed on air to doing just that. RT's Peter Oliver investigates. A German newspaper editor has found himself in hot water with election officials, and that's after Giovanni Di Lorenzo admitted that he'd voted twice in the recent European parliamentary elections. Au lendemain des législatives de 2012, Jean-François Copé appelle Christian Jacob pour lui demander de l'aide. L'UMP est au bord de la faillite, il y a urgence pour payer les salaires des permanents. Ce qui a plombé les comptes, ce sont les campagnes présidentielles, puis celles des députés. Une négociation doit bien s'ouvrir avec les banques, mais le temps presse et la dotation publique de l'État n'est pas versée immédiatement. Jean-François Copé connaît parfaitement la cagnotte du groupe UMP à l'Assemblée. Il se tourne alors vers son ami, Christian Jacob. Ce dernier assure qu'à cette époque, il y a environ 10 millions d'euros dans les caisses du groupe. Un prêt à destination du parti avec échéancier et taux d'intérêt est donc mis en place. Rien d'illégal, l'argent qui est donné au groupe UMP pour son fonctionnement à l'Assemblée nationale, pour moi, doit rester au sein de l'Assemblée nationale. Déjà, on n'était pas au courant, mais cet argent, il est fait pour le groupe UMP, pour animer le groupe UMP à l'Assemblée nationale et pas pour autre chose. Donc je pense que là, il faudra quand même qu'on ait quelques éclaircissements. 540 000 euros auraient déjà été remboursés par l'UMP au groupe parlementaire. Parmi les personnes qui connaissaient ce montage financier, personne n'a trouvé à y redire, selon Christian Jacob. Claude Barthelone, président de l'Assemblée, promet une réforme pour mieux contrôler les dotations. Les députés UMP devraient demander des explications à leur patron mardi prochain lors de la réunion du groupe. Nous avons une banque d'investissement public. Pourquoi ne vient-elle pas, lorsqu'il le faut, prendre en main les grandes industries du pays lorsque des prédateurs se présentent pour nous en confisquer la propriété? Alors, bon accord ou pas, écoutez ce qu'en disait ce matin sur iTélé le secrétaire général de l'UMP, Luc Châtel, vous réagirez juste après. Je considère que c'est un accord perdant-perdant. Perdant d'abord pour Alstom, perdant pour la France, pour l'offre économique française, perdant pour notre relation avec l'Allemagne, perdant donc pour tout le monde, perdant pour l'État enfin. Est-ce que l'État devait rentrer au capital d'Alstom? La réponse est non, l'État n'a rien à faire dans le capital d'Alstom. L'expérience montre que l'État est un mauvais actionnaire, un mauvais gestionnaire. Votre réponse, Jean-Luc Mélenchon? Non mais c'est tout et n'importe quoi. Critique l'interventionnisme. L'État stratège, c'est pas une bonne idée, l'État sait pas faire, c'est ce que dit Luc Châtel dans ses groupes. C'est absurde, c'est l'inverse, c'est l'État qui sait faire. En tout cas en France, chaque peuple a son génie. Je ne dis pas que ce que je suis en train de dire pour la France soit vrai pour des Anglais ou des Lituaniens ou que sais-je encore. Mais en France, c'est l'État qui a toujours été stratège et maître du temps long. Et plus que jamais, les sociétés humaines doivent passer à la conquête du temps long, maîtriser des investissements sur la longue durée.
Aujourd'hui, la surveillance des entreprises, le benchmarking, comme il dit, c'est 3 mois. Qui monte une stratégie industrielle à 3 mois? Ça n'existe pas. Par conséquent, l'État seul peut être le maître des horloges et le maître du temps long. Alors là, M. Châtel mélange tout et dit tout et n'importe quoi. L'action de l'État a toujours été, dans notre pays, assez remarquable. On ne peut pas en dire autant du secteur privé. Dois-je rappeler les exploits du Crédit Lyonnais? Dois-je rappeler les exploits d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises privées? Ben oui, par exemple, je parlais d'Alcatel il y a quelques instants. A-t-on des raisons de les féliciter du résultat auquel ils sont arrivés? Et ainsi de suite. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'aujourd'hui, en France, l'État a les moyens d'aller Est-ce qu'il peut aller à la rencontre de toutes les entreprises? Non, bien sûr. Est-ce que ça serait souhaitable? Mais cependant, je vais vous dire, l'État a tous les moyens d'intervenir où il veut, quand il veut, comme il veut. Pourquoi? Voilà. Oui. Mais c'est exactement la bonne question. Avec quel argent? L'argent qu'il peut emprunter. S'il l'emprunte sur les marchés financiers, il se ruine. S'il l'emprunte aux Français qui disposent dans leur bas de laine de l'équivalent d'une année de fonctionnement du budget de l'État, et qu'il garantit une rente à un niveau supportable par l'économie, 1 ou 2%, par exemple le niveau des livrets de caisse d'épargne, vous verrez que nous trouvons... un grand emprunt national, c'est ça ce que vous demandez? Non, mais les grands emprunts, ça a surtout servi à ruiner le pays jusqu'à présent. Non, mais attendez, des Français, comment vous seconde. Oui. Il n'y a même pas besoin de faire tout ça. Monsieur Moscovici a créé une banque française d'investissement. La propriété particulière d'une banque, c'est qu'elle émet de l'argent qu'elle n'a pas. Vous le savez comme moi. Dans le meilleur des cas, une banque a en dépôt 8% de ce qu'elle prête. Je dis dans le meilleur des cas, ce n'est pas vrai, non pas ça. Par conséquent, la Banque française d'investissement est en état d'avancer de l'argent, à condition qu'on finance des choses qui ont du sens. Si vous financez un plan, par exemple, de planification écologique, ça a du sens. Si vous mettez des sous dans le ferro-routage, eh bien, dans le ferroutage, ça a du sens. Et on peut vérifier la rentabilité de ces choses-là. Là où ça n'a plus de sens, c'est quand on court partout et on fait n'importe quoi et on alimente les caisses privées. Maintenant, je vais dire une chose. Il y en a par-dessus la tête d'observer que dans tant de cas, l'État ne fasse rien. Je ne trouve pas normal qu'on laisse fermer des entreprises rentables ou qui sont pillées par ce qu'on appelle des LBO, c'est-à-dire un type particulier d'opération financière. Je ne veux pas saouler ceux qui nous écoutent avec la technique. Mais ce n'est pas supportable. Il y a des tas d'endroits où la réquisition s'imposerait. Voyez-vous, si on avait réquisitionné Molex, on n'aurait pas laissé fermer cette entreprise dont tous les cadres ont été condamnés pour avoir donné les informations qui a permis de dépecer cette entreprise. De la même façon, si on avait réquisitionné la Célanaise, eh bien, on continuerait à produire dans ce pays l'acide acétique dont on a besoin, au lieu de l'amener en bateau et en train depuis la Chine ou les USA. Il faut des fois avoir le courage d'être la France. Voilà. Thierry Borssin et la grève à la SNCF. Jean-Luc Mélenchon, il y a parfois quand même des entreprises étrangères qui viennent mettre du capital dans des entreprises françaises, finalement pour le bien de tous. Est-ce qu'avec de telles méthodes, ce ne serait pas effrayer tout le monde? Non, mais après, il peut y avoir des conséquences positives. Je n'ai pas dit que je proposais de nationaliser toute l'économie française. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, je ne nie pas non plus que des entreprises étrangères puissent concourir au bien-être et à la puissance productive de notre pays. Si les employés sont bien traités, qu'est-ce qu'on a à dire? Mais nous ne pouvons pas être d'accord pour fermer les yeux sur des opérations de prédation. Si Siemens vient en France, M. Châtel a l'air de trouver cette idée délicieuse. J'espère que ceux qui connaissent quelque chose se souviendront que c'est ça la position de l'UMP. Donner Alstom à Siemens, non mais on rêve. On rêve, il n'en est pas question. Et il est bien heureux que ça ne se soit pas fait. Voilà. Alors après, que les entreprises étrangères concourent au bien des Français, mais demandez-vous pourquoi ils viennent en France, parce qu'il y a beaucoup. Nous avons été jusqu'à, je crois, l'année dernière, le pays record des investissements extérieurs. Alors certains sont particulièrement pervers. Ils viennent investir juste pour dépouiller, dépecer, découper en morceaux. La puissance publique doit surveiller tout ça. Parce que l'entreprise et l'industrie française, ce n'est pas que la propriété des actionnaires. C'est la propriété du peuple français d'abord, qui par ses efforts, par ses consommations, par la qualité de ses ouvriers, a fait vivre tout ça. Voyez-vous, Alstom, si vous voulez trouver des gens qui sont capables de régler des pales de 8 mètres de long au micron près, eh ben c'est là que vous les trouvez et nulle part ailleurs. On passe à la SNCF, donc autre dossier, la grève des cheminots s'étiole, on le voit, mais est-ce que vous dites il est temps... Vous le regrettez, n'est-ce pas? Moi je ne regrette rien, je vous pose juste la question. Est-ce que vous dites, maintenant, vous avez obtenu ce que vous voulez, les gars on arrête? Non, non, pas du tout, ils n'ont hélas encore pas obtenu grand-chose. Les malheureux. D'abord, je veux leur dire mon affection, mon soutien. Pourquoi les malheureux?
parce que ça leur a coûté très cher, figurez-vous, madame, de faire la grève. Savez-vous ce que ça coûte à un agent de maîtrise? Plus de 70 € par jour, c'est-à-dire 700 sur 10 jours. Pour quelqu'un qui gagne en moyenne 1800 €, c'est beaucoup. Il faut arrêter la grève, M. Mélenchon, ou pas? Ces gens-là ne défendent pas leur intérêt personnel, leur corporation. Ils défendent le service public du rail. Et je trouve que c'est une cruauté de plus que de ne pas le voir. Ils se battent contre l'organisation du chemin de fer par l'Europe. Là, c'est le 4e paquet ferroviaire. On ne va pas embrouiller notre entretien avec trop de techniques. L'entrée à la concurrence, en clair. Mais alors maintenant, c'est la concurrence sur le réseau usager. L'Europe est incapable d'organiser un réseau ferroviaire européen digne de ce nom sur les méthodes du marché et de la libre concurrence. Est-ce qu'il faut arrêter la grève? Regarder ce qui se passe en Angleterre. Est-ce qu'il faut arrêter la grève aujourd'hui? Est-ce que vous dites ça suffit? Mais est-ce que je vous ai donné seulement une seconde l'impression d'être en train de dire ça? C'est la question que je vous pose. Non, mais moi je ne faut les suis comprendre. pas. On entend votre discours. Est-ce qu'il faut arrêter la grève aujourd'hui? Écoutez-moi, soyez raisonnable. Ce sont des personnes humaines dont on parle. Faire la grève coûte cher. Je ne suis pas gréviste. Ce n'est pas mon salaire qui est pris et je ne suis pas dirigeant syndical. Mais la base est très mélenchoniste. Ce qu'ils feront sera bien fait. Et moi, je leur dis que quoi qu'ils fassent, je leur exprime l'affection de millions de gens dans ce pays qui se sentent solidaires d'eux. Et je vais vous dire que la réforme du rail européenne va terminer par une catastrophe. Est-ce que vous êtes aussi solidaire des gens qui ne peuvent pas aller travailler le matin? Mais bien sûr, ce sont souvent les époux des cheminots ou leurs épouses. Donc ne jouons pas trop à ça. Vous savez, beaucoup de gens savent que c'est embêtant et ont été perturbés de mille manières dans leur vie quotidienne. Mais les choses ne sont pas à mettre sur le même plan entre ceux qui souffrent pour tout le monde, les cheminots en grève, et ceux qui les accablent de sarcasme de l'extérieur. Et j'y reviens, le fond de l'affaire, c'est que le gouvernement, en faisant semblant de réunifier la SNCF, ne réunifie rien du tout et est en train de préparer l'arrivée de la concurrence sur les réseaux voyageurs. Pourquoi c'est mauvais la concurrence? Pourquoi c'est mauvais la concurrence sur le rail pour les usagers? C'est très simple. Transport de voyageurs, oui. Mais c'est très simple. Bah oui, mais excusez-moi, c'est de l'économie. La concurrence veut dire que des compagnies vont chercher chacune à placer leurs propres produits et évidemment en abaissant les coûts. Et tout le monde dit ah bravo, tout coûte moins cher. La logique du moins cher. C'est pas mal. Pardon? Pour le consommateur, c'est pas mal. Mais non, c'est désastreux pour le consommateur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que plus vous baissez les coûts, moins vous faites d'investissement. Moins vous faites d'investissement, moins ça marche bien. Et à la fin, les investisseurs privés, tout le monde s'en va. D'ailleurs, certains sont des investisseurs qui ne savent même pas ce qu'ils possèdent. Quand vous avez une compagnie ferroviaire qui est contrôlée par un fonds de pension, figurez-vous, s'en fiche absolument de savoir si ça produit des patates ou des trains. Et donc vous avez affaire à des propriétaires qui ignorent ce qu'ils possèdent et qui ne s'y intéressent pas vraiment. Donc la concurrence dite libre et non faussée aboutit à un effondrement de l'investissement et donc on ferme des gares et on ferme des lignes. Je dis aux gens, écoutez bien, ceux qui râlent comme les autres, écoutez bien. Ce qui est en train de se passer, c'est que demain, les gares vont fermer chez vous. Vous ne pourrez plus prendre le train, donc vous prendrez la voiture. Donc vous serez sur les routes, donc vous pourrirez l'atmosphère et vous pourrirez la vie. Parce qu'un train, ça arrive à l'heure et on sait à quelle heure, à peu près, à quelques minutes près. Tandis qu'une voiture, vous avez qu'à vous amuser à essayer de traverser Paris et vous savez bien que suivant les heures, c'est pas les mêmes distances. Et voilà. Surtout quand les trains sont en grève. Oui, ben quand les trains sont en grève, que voulez-vous, ça arrive. Mais écoutez, ce n'est pas juste de dire ça. Parce que c'est rendre une corporation responsable d'un malheur qui vient d'ailleurs. Ceux qui ont pris en otage les gens, ce sont les gens de la direction de la Commission européenne. C'est le gouvernement. Parce qu'ils ont fait semblant de vouloir le bien commun alors qu'ils s'intéressent seulement à ouvrir le chemin de fer à la concurrence. Encore un mot sur la SNCF, Thierry Borsard. Pourquoi il faut ouvrir le chemin de fer à la concurrence? Encore un mot sur la SNCF, Thierry Borsard, si vous voulez bien, oui. Monsieur Mélenchon. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est aussi une grève politique, puisqu'on a bien vu dans le déroulement de ce conflit que le patron de la CGT était un petit peu débordé par sa base? Je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas. En quoi c'est politique, ça, que débordé par sa base? De quelle manière? On dit qu'il y a beaucoup de mélenchonistes à la base de la CGT. Est-ce que c'est pas... J'espère que M. Le Pen lui-même est vote pour moi quand je suis candidat. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un désir de contrôle de la CGT par, on va dire, par vos amis? Ah ben non, ce serait absurde. D'abord, c'est pas possible. Deuxièmement, nous n'en voulons pas. Les statuts de mon organisation sont très clairs. Nous ne nous mêlons pas de la vie
des syndicats, parce que ce sont les syndiqués qui décident ce qu'ils y font. Et alors, vous pourriez dire pareil de FO, je vous signale, parce que FO aussi est dans la lutte, et Sud aussi. Non, l'ancienne période avec les courroies de transmission, et non, tout ça, c'est fini. Vous ne tirez pas les ficelles du conflit social à la SNCF écoutez, pour déstabiliser Thierry Lepant, qui serait trop tendre avec le gouvernement. Je suis pas... Vous jouez le naïf, là. Je ne suis pas capable de mener une grève. Non, c'est pas ni mener une action syndicale. Et Thierry Lepant, il est au niveau ou pas? Il est au niveau, Thierry Lepant? Il est au niveau de son mandat? Non, ne me demandez pas de faire des appréciations sur les dirigeants syndicaux. J'ai toujours dit que je n'en porterai pas, donc je n'en porte pas. Je suis sûr qu'il fait pour le mieux et je ne m'en mêle pas. Oui, je suis sur le bord de la manif. Quand la manif passe, pour montrer mon soutien, mon amitié. Vous savez, aujourd'hui, ça compte beaucoup pour les gens. Simplement de montrer que vous vous intéressez à ce qu'ils font et que vous êtes avec eux. Et ça fait chaud au cœur. Et dans la vie dans laquelle sont les gens, c'est très dur. Et même des grands blasés devraient se dire que des fois leur présence personnelle ferait du bien. Un mot encore, Jean-Luc Mélenchon, sur le conflit des intermittents. Manuel Valls a fait un geste en suspendant une partie de la réforme de l'assurance chômage. Il est grotesque, Manuel Valls, quand il fait ça? Ça n'éteindra pas le mouvement? Si le but est d'éteindre le mouvement, excusez-moi, c'est pas mon sujet. Pourquoi il est grotesque? Parce que tout ça, c'est à nouveau la gribouille. Alors d'abord, maintenant dans ce pays, quand quelque chose est conclu entre quelques organisations syndicales, d'ailleurs minoritaires, et les représentants du patronat, ça a force de loi. Je vous rappelle que la précédente convention, comme le MEDEF ne cédait pas, Lionel Jospin avait fait voter une loi. Il fallait s'asseoir sur la négociation entre le patronat et les syndicats, ne pas agréer l'accord d'assurance chômage. La conclusion est aberrante. C'est-à-dire que les syndicats ne savent pas ce qu'ils font quand ils signent. Non mais attendez, pourquoi voulez-vous donner aux choses cet aspect agressif que je ne donne pas? Essayez de vous intéresser au fond de l'affaire. Ils se sont fait avoir dans la négociation, c'est ce que vous me dites. Des fois, il arrive que le rapport de force soit si pitoyable que les syndicats doivent céder. Ça arrive. Mais là, ce ne sont pas les syndicats majoritaires qui ont signé. Alors quand même, ça représente 8% de la profession. Mais écoutez-moi, oubliez... Vous parlez des intermittents, pas de la réforme globale de l'assurance chômage. Oui. Je parle du secteur intermittent. Mais réfléchissez un peu en large, en grand angle. La contribution des industries culturelles à notre pays est considérable. Ce sont des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Chaque intermittent, si on prenait les chiffres qu'on nous donne, voilà, avec ce qu'on donne, le déficit réel du système d'indemnisation des intermittents, qui est bien moins favorable que le régime général, je tiens à le dire. Mais admettons, on va au bout. Eh bien, ça coûte 3 000 € par intermittent. D'accord? En prenant les 100 000 emplois que ça stabilise. Ça stabilise 100 000 emplois pour 3 000 € par tête de pipe. Le plan du gouvernement pour 50 milliards, d'accord, va coûter 133 000 € par emploi soi-disant à créer. Vous voyez bien que ça n'a pas de rapport. L'industrie culturelle, j'aime pas le mot industrie, disons les activités culturelles en France rapportent 180 fois plus que ce qu'elles coûtent pour ce qui concerne l'indemnisation sociale. Donc arrêtez de tout casser en faisant, je ne dis pas vous, mais les quelques têtes d'œufs qui passent leur vie à faire des additions en oubliant le reste du monde. Alors ils regardent le régime des intermittents. Ils ne regardent pas l'activité culturelle, ils ne regardent pas l'impact sur l'économie générale du pays, ils regardent juste un tout petit créneau et dans leur petite tête, comme ça ne tombe pas à égal 0, eh ben, ils ne sont pas contents. Et ils veulent remettre une addition d'équerre, et pour remettre cette addition d'équerre, ils vont ruiner une activité générale. Plus le bonheur, mesdames, messieurs. Le bonheur, la culture, c'est la seule chose qui vous apporte quelque chose, que plus on le partage, plus il y en a, et ça s'appelle le bonheur. L'amélioration de l'être humain. Parce que quand c'est beau, quand ça fait rire, quand ça émeut, eh ben, on est meilleur. Nous ne sommes pas que des machines à produire et à consommer. Et le bonheur, on en parlera à la fin de cette émission, vous verrez. On va parler là de l'UMP, de l'affaire Big Malion, du Front National et du Front de gauche. Mais j'ai pas des idées sur tout. Sur Big Malion, j'ai aucune idée. Les mains, la figure. Voilà, j'ai rien à dire. On saute Big Malion, disait Jean-Luc Mélenchon pendant cette petite virgule musicale. On va quand même vous poser la question. Il y a des révélations quasiment tous les jours dans l'affaire Big Malion. La dernière en date, c'est que le groupe parlementaire de l'UMP a prêté 3 millions d'euros au parti juste après la présidentielle de 2012. À défaut d'être illégal, est-ce que pour vous c'est amoral, immoral, normal? Écoutez, franchement, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir et puis ça m'intéresse qu'assez moyennement. Je pense que le résultat que ça va donner, c'est que les gens ne comprennent rien à tout ça et ils se disent qu'ils s'en aillent tous. Oui, mais et bon, ma foi, ça apporte de l'eau à mon moulin, on va dire d'une certaine manière. Oui, cela dit, Jean-Luc Mélenchon, quand même, une opposition qui est comme ça dans cet État, est-ce que c'est bien dans un pays d'avoir une opposition qui est complètement détruite? C'est une question de vitalité démocratique? Ah ben l'opposition de droite est en piteux état.
la majorité solférinienne est en ruine. Oui, le pays, je vous ai dit, est en voie de dislocation. Et tout le système politique, un jour ou l'autre, butera sur un petit caillou sur la route et tout ça ira par terre. Mais justement, et qui va s'en plaindre, qui va s'en plaindre peut-être vous, parce que justement, si tout le système politique est dans cet état-là, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer l'arrivée de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en 2017 ? Ah ben oui, mais de propos délibérés. Il y a des tas de gens que ça intéresse. Donc ils sont contents, ils y trouvent leur compte. Bon, chacun dans ses petits calculs mesquins à l'UMP et au PS. Bon, leur idée, c'est un deuxième tour avec Madame Le Pen. Il n'y a même pas besoin d'avoir des idées, il n'y a pas besoin d'avoir de programme, il suffit juste de venir, même Jacques Chirac qui est arrivé. Hein. Donc il était recouvert d'affaires et d'ennuis de toutes sortes. Et pouf, deuxième tour avec Le Pen, c'est gagné. Ils se disent ça dans leur petite tête, mais c'est pas ça qui va se passer. C'est que la France sera brutalement décomposée à mesure que leur turpitude permette cette montée de l'extrême droite. Bon, alors, il y a une autre solution. On va vous courir, on va traiter. L'Aurillac a un